Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Après 2 journées de paralysie totale des activités dans la capitale, une reprise timide a été remarquée ce mercredi. Le grand commerce et le transport en commun ont partiellement fonctionné. Crise du carburant, des ambassadeurs de 13 pays en Haïti appellent à la création d'un couloir humanitaire afin que le pays soit approvisionné en produits pétroliers. Le choléra est bel et bien présent en Haïti, affirme le docteur Jean-William Pape, Bill Pape. L'insalubrité et le manque d'approvisionnement en eau potable sont à la base de cette résurgence, souligne le chercheur. Reprise timide des activités après 2 journées ville morte dans la capitale. L'axe principal de Delma a été totalement débloqué. Les débris qui se trouvaient à Delma 43 et 47 ont été évacués. La circulation automobile a repris, quoique peu nombreux. Des véhicules de transport en commun assurent le trajet Delma-Pétionville ainsi que Delma-Portail-Léogane. Des banques commerciales et d'autres entreprises privées ont ouvert leurs portes. Par ailleurs, les produits pétroliers ne sont toujours pas disponibles dans les stations-service. Les ambassadeurs d'une dizaine de pays accrédités en Haïti réclament une trêve humanitaire d'urgence pour permettre l'approvisionnement des pompes en carburant à partir du terminal de Vareux. Le diplomate canadien Sébastien Carrière affirme que la réapparition du choléra est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et précise que cet appel s'adresse à tout groupe ou organisation ayant la capacité de débloquer la situation. Alors que l'ambassadeur Carrière juge les revendications exprimées par la population justes, il dénonce toutefois des intérêts mal intentionnés qui tentent de profiter de cette situation. Suivez les propos d'un ambassadeur du Canada, Sébastien Carrière. Pourquoi aujourd'hui, essentiellement, nous, comme groupe d'ambassadeurs et de représentants de nos pays respectifs et organisations en Haïti, nous avons constaté hier, nous avons entendu notamment les appels des Nations Unies pour un corridor humanitaire pour permettre notamment de s'adresser à l'urgence de la crise du choléra. Donc, le choléra est de retour dans le pays depuis dimanche. Le choléra est une maladie qui, comme vous le savez, peut progresser de façon exponentielle. Donc, on veut que les agences gouvernementales et humanitaires compétentes puissent immédiatement s'attaquer à cette épidémie avant qu'elle devienne incontrôlable. Donc, je dirais que le déclencheur, à savoir pourquoi nous avons fait cette déclaration hier, c'est la crise du choléra qui, pour nous, est, si je peux me permettre un peu, la goutte qui fait déborder le vase. Le message s'adresse à tout le monde. Le message s'adresse à toute personne, tout groupe ou organisation ou intérêt privé ou public qui peut avoir un impact sur le blocage de Vareux. Donc, moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas sur place, je ne sais pas exactement qui fait quoi et pourquoi. Et nous, les ambassadeurs et représentants de nos pays et organisations respectives, ne sommes pas là pour micro-gérer la situation. Nous sommes là pour dénoncer ce blocage. Donc, toute personne qui est responsable directement ou indirectement de ce blocage devrait être interpellée par notre appel. Moi, ce qui m'apparaît clair, c'est qu'il y a du carburant à Vareux. Il y a un certain nombre d'opérations de la PNH qui ont été faites pour essayer de dégager la sortie du carburant en question. Et ces opérations-là doivent continuer ou se compléter pour pouvoir débloquer le carburant. Et franchement, plus que pour une trêve humanitaire. Le pays est en otage depuis 3 ou 4 semaines. Nous avons entendu les revendications de la population. Il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu beaucoup de manifestations
pacifique. Nous entendons les revendications de la population, elles sont légitimes. Mais il y a également, en marge de ça, des intérêts mal intentionnés qui profitent de la situation pour faire avancer leurs propres intérêts, pécuniaires ou autres. Et nous, c'est ça qu'on dénonce. Ni moi, ni mes collègues nous sommes prononcés sur cette question particulière. Nous, ce qu'on demande, c'est que la situation débloque parce qu'on est dans une crise humanitaire. Il y a le choléra, mais il y a tout le reste aussi. Des gens qui commencent à manquer de nourriture, manquer d'eau, avec les entreprises d'eau qui ont cette semaine interrompu leurs opérations. Donc, il est urgent que cette crise du carburant, si je peux me permettre l'expression, se termine. Ensuite, c'est aux Haïtiennes et aux Haïtiens, avec leurs élites économiques et politiques, de discuter de cette question-là, de s'exprimer là-dessus et de choisir leur politique. Il faut voir dans ce geste de déclaration conjointe quelque chose qui rappelle un peu ou fait un peu appel à la gravité de la situation. L'artiste et activiste Carole Desmesmin déplore le fait que de nombreux responsables haïtiens soient incapables d'agir et de penser de manière autonome. Déplorant l'influence constante de la communauté internationale dans le pays, elle appelle les responsables à puiser dans les fondements de la culture nationale pour trouver des solutions aux problèmes d'Haïti. Suivons Carole Desmesmin, qui était l'invitée à la rubrique Le Point ce mercredi. Projet de société, est-ce que nous écrivons projet de société? Tout le gouvernement passé là, est-ce que nous projet de société haïtienne? Pour projet blanc, nous pour nous aller pour nous l'appliquer, non? Parce que ça a tout son lot problème nous gagnons la nous côté d'une série haïtien qui t'a aimé, c'est pour gagner un blanc qui paraît mieux. Yo oublié c'est nèg noir que faut yo penser à partir de tradition yo, gens yo te vivre, gens yo te fait certains bagailles, c'est tradition pays, c'est culture peuple qui mène, qui émerge un peuple, qui font peuple arriver à haut niveau parce que les petites qui te levé dans les entrailles, qui a pensé pour lui et qui a pensé grand. Mais nous-mêmes haïtiens, nous avons un défaut pour nous connaître comme si gon blanc qui vient faire pour nous. Pas faute non, parce que depuis nous lever, nous jouons bon Dieu blanc. Donc, nous montrons la prière bon Dieu matin, midi, soir, bon Dieu a bien résoudre le problème. Dans tout pays, moun se travail au travail. Pour y gagner tout ça, pour y gagner. Dans le pays, aux États-Unis, si ou pas travail, eh bien, on ne peut pas manger. Malgré que le pays met un système welfare qui là, pour moun vraiment qui pas capable, son façon, moun sa gon côté pour dormir, gon côté pour bien, gon shelter, di kal coucher là-dedans. Yo un système préparé même pour malheureux. Est-ce que vous comprenez? Mais nous-mêmes, est-ce que nous préparons un système dans le pays, nous, même le m'a regardé, nous te font tremblement de terre. Côté en pile, là, ouais, nous en pile, en pile, là, t'es soi-disant dirigé pour Haïti. Eh bien, même shelter nous pas de gain dans chaque département, deuxième tremblement de terre paraît là, nous n'avons même pas de plan. C'est pour montrer une négligence haïtienne, non, dès qu'il s'agit de société peuple. Nous sommes peuple, nous pas anti la cour, nous pas en communauté, nous sommes peuple. Un peuple son bail qui gon paquet de monde à différentes tendances, qui ont différentes pensées. Un pays tant que Haïti qui gon si belle histoire que moun sa yo qui t'a réfléchi pour moi-même avoir par comme ça yo te connaît. Yo te réfléchi, yo te met tête yo ensemble pour yo te goumer contre une maladie yo te gagné qui te relé l'esclavage. Yo arrivé faire nan tête ensemble, nan du sans téléphone, sans technologie, sans avion, sans rien, avec manchette à croche, avec des trois graines fusil, que yo te obligé voler pour yo capable ban nous en Haïti. Mais nous pas qu'à fin en Haïti. Et puis pour nous pas une vision
pour Haïti ça. C'est visionnaire pays ça a manqué. Il manque une vision qui peut travailler pour lui. Il manque une vision qui remène, qui pas travail pour l'Occident. Faut suspendre le travail pour l'Occident. Suspendre pour tes malais pour nous. Pour tes malais pas nous. Et c'est ça, je me dis, nous cherchons chaque grain haïtien. Il faut que chaque grain haïtien conscient et pour une prise de conscience. Deux mots ressemblés, mais qui ont deux forces différentes. Pour une prise de conscience, là, que les sont haïtiens, les doués, les ancêtres, respect que les ancêtres étaient bali. Parce que si les ancêtres ou pas respectent aujourd'hui, aujourd'hui, comme souffler, esclavage moderne, ça, on là, ou pas ou t'as gagné une pirate passée par eux, parce que l'esclavage là, t'as planté en prendre un homme. Côté grand paquet l'autre technique qui t'a planté mettre là-dedans. Et mais là pour nous prise de conscience ça, pour nous mettre tête nous ensemble comme haïtiens, pour nous garder pour la majorité, pas garder pour tête nous. Parce que pas soit passer sous terre ou pas là pour être, on met fait sauver, c'est passé n'a passé. Le docteur Jean-William Pape, Bill Pape, balaie tous les doutes concernant une résurgence du choléra dans le pays d'un revers de main. Si la maladie paraissait éliminée ces dernières années, elle n'était pas éradiquée, assure-t-il. Il a expliqué ce retour par la réduction de l'approvisionnement en eau potable et la fin des programmes d'assainissement en raison de la pénurie de carburant. La situation est grave, assure le chercheur, car toutes les conditions sont réunies pour une épidémie majeure de choléra dans le pays. Écoutons le docteur Pape. Comme on connaît toujours il y a des doutes, par contre si nous songeons, il y a des doutes sur Covid, est-ce que Covid existait, est-ce que c'est un bagage que le gouvernement est venu avec, etc., etc. Je pense que c'est peut-être dans le même contexte là que Haïtiens connaît tout autant que l'IPA ouais, l'IPA quoi. Et malheureusement, pas ta souhaité que genre de perception ça a continué pour choléra parce que choléra, il tue le monde très rapide. Son réalité que lié, c'est que son maladie que santé publique est contrôlée, nous pas de gain aucun cas depuis 3 ans et 3 ans et plus. Et nous-mêmes qu'a dit dans la zone village de Dieu et cité l'Éternel côté nous t'es vacciné moun yo et que nous t'es porté pour yo de l'eau potable, sanitation côté que moun yo t'es gain bourrette pour que t'es nettoyé dedans etc. que toute zone était très propre, très normale. Depuis 2016, nous pas de cas. Nous t'es même gardé dans ça de l'eau de surface, ça veut dire de l'eau qui dans mar, de l'eau qui a de l'eau qui dans boîte de chêne par exemple, jusqu'à Matissan, nous t'ai gardé, nous pas de joindre aucun trace de choléra. Maintenant, élimination et éradication, c'est pas même bagaille. Nous t'ai en voie pour que nous t'ai dans éradication et le ministère t'a fait un pile effort. Nous-mêmes partenaires, nous t'ai contribué avec lui, nous t'ai peut-être ensemble pour que nous t'ai coupé choléra, nous t'ai fait un pile effort. Et voilà que nous venons gagner une situation côté que nous venons gagner des cas. Maintenant, cas réel, pas gagner réel la dernière, parce que pas gagner un pile l'autre maladie au point de vue clinique, cas ou cas adulte, préciser cas adulte. Cas petit bébé gagne au moins 23 germes qui capable diarrhée. Cas adulte, c'est vraiment choléra seul qui capable diarrhée ça qui a tué monde. Donc, au point de vue clinique, l'organe situation comme ça, ou presque qu'a dit à 95% c'est choléra. Maintenant, joindre que le laboratoire national fait diagnostic là et que l'idiot c'est choléra que dit. Maintenant, ça nous pas connaît si c'est même souche, la même bactérie qui était contaminée la première fois, ou bien si c'est un lot qui fait qu'entrer. C'est parce que choléra pas entrer sorti dans tout pays tout le temps. Parce que choléra endémique dans au moins 21 pays dans le monde, particulièrement pays en Asie et un pays en Afrique. Donc, vous avez des gens qui voyagé, ils traînent choléra avec eux, mais depuis aller dans le pays, côté que sanitation normale et hygiène normale, etc.,
choléra que moun nan gagne avec là, il pas à aucun l'autre côté. Maintenant, si c'est condition que propagation là, moun qui rentre a des chances pour propager. Or, nous-mêmes qui ça nous à cause de problème gaz là. Premièrement, de l'eau potable pas disponible. Dis n'est pas dit nous que les besoins gaz pour le aller de l'eau qui n'en puits. Apparaît seulement des en pile gaz parce que son gros effort pour aller quantité de l'eau besoin dans profondeur que puits. Donc, il n'est pas qu'à fournir de l'eau à la population qui a plus besoin. Nous-mêmes, tous nos courants, que toute compagnie qui a produit de l'eau potable en Haïti, y compris Kouligan, non seulement était ralenti dans la production, mais Kouligan dit que le campé, parce qu'il n'y a pas de gaz. Donc, ça, c'est le deuxième facteur qui est lié à gaz. Troisième facteur qui est lié à gaz encore, c'est que pas de transport public. Ça veut dire que au monde qui a une maladie, ça, il doit courir dans le centre de santé, alerter et ou obtenir santé publique dit que ou gain des décès communautaires, ça veut dire des gens qui mourent la caillou parce que pas de chance arriver dans le centre de santé ou dans l'hôpital. Donc ça veut dire que malheureusement pour nous, l'épidémie n'a pas là, est là déjà depuis 2 semaines, 3 semaines ou peut-être un peu plus parce que nous avons plusieurs foyers. C'est pas un grand foyer, un grand côté, c'est ça qui est le plus difficile pour santé publique pour que éliminer bagaille là, je ne t'ai fait là parce que il sorti plusieurs côtés. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de circonscrire la maladie, bloquer de plusieurs côtés. Ensuite, problème gaz, tout, santé publique, qu'on a des équipes que le voyez, pour que premièrement, ils traitent les patients, ils ont déjà bail prophylaxie à mon entourage pour que la maladie n'a pas gagné, et puis à garder dans la zone pour qui côté source n'en sorti. N'expérience pas nous dans gestion, source n'en souvent son puits, particulièrement dans la plaine, dans la zone côté gain puits, et une latrine qui placée trop près de puits. En plusieurs fois, nous allons obligés de décontaminer des puits et dans puits, ça nous conjoint jusqu'à 11, 12, 13 germes infectieux, dont choléra là-dedans. Extrêmement important, le ça faut carrément éliminer la latrine là, ou bien à le mettre puits à l'autre côté. L'Association nationale des greffiers haïtiens, ANAG, souhaite une bonne année judiciaire aux magistrats assis et debout, greffiers, huissiers, commis parquet, avocats, notaires, arpenteurs, au personnel judiciaire et à tous les justiciables. Saluant le courage et la détermination des greffiers et commis parquets des 18 juridictions du pays et des cours de la République dans leur lutte perpétuelle pour leur bien-être au sein du système judiciaire, l'ANAG déplore la situation socio-économique et politique actuelle du pays qui risque de compliquer davantage encore la situation en cette nouvelle année judiciaire. Le manque d'effectifs de juges et de greffiers à travers les cours et tribunaux résultant de l'absence de volonté des autorités compétentes de les nommer, d'une part, et à satisfaire, d'autre part, même en partie, les différentes revendications des commissaires du gouvernement, des greffiers et commis parquets, est pointé du doigt par l'Association nationale des greffiers comme des facteurs qui risquent de rendre les travaux judiciaires plus difficiles encore cette année. Tout le monde vit la crise dans laquelle nous sommes depuis quelque temps déjà et qui semble aller en s'aggravant. Nous avons des tas de commentaires, des tas de propositions de sortie de crise, mais on n'en voit pas la fin. Notre invité d'aujourd'hui est le professeur Joseph Harold Pierre, politologue, expert en économie et également très bon connaisseur de l'Amérique latine. Bonsoir, professeur Pierre. C'est bien le Pierre, c'est bien le nom de famille, n'est-ce pas? C'est justement ça. Bonsoir, monsieur Klein. C'est un plaisir, mais une responsabilité d'assumer, d'aider, de porter un certain éclairage sur la situation, sur la crise. Donc voilà, me voici pour aider à comprendre cette réalité et voir comment on peut s'en sortir. Est-ce qu'on peut commencer par dire que le fondement principal, sinon unique, de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la crise du carburant? En fait,
c'est une cause occasionnelle. C'est pas la cause principale parce que la situation, bien sûr, allait empirer, même si on n'avait pas enregistré la hausse des prix. Mais il faut dire aussi que même si le gouvernement avait laissé, disons, sans effet la décision qu'il a prise, ça n'allait rien changer. Pourquoi? Parce que 75% du carburant est stocké où ça? Est stocké au terminal de Vareux et il n'y a pas moyen d'utiliser ces produits. Donc, le problème fondamental, c'est même pas le prix, c'est avant tout l'indisponibilité, l'absence des produits. Oui, non, on est bien d'accord. Et c'est pourquoi j'ai employé l'expression de crise du carburant. C'est un ensemble, c'est à la fois la non-disponibilité de l'essence dans les stations-service, mais c'est aussi le fait que, par la volonté d'un homme, on peut dire, Vareux est bloqué et les camions ne peuvent pas assurer la distribution. Mais partant de ce constat, le simple fait que le carburant n'existe pas aujourd'hui sur le marché fait que nous roulons quand nous pouvons rouler dans des rues complètement désertes, qu'il y a des industries qui sont obligées de fermer leurs portes. Je prends l'exemple de Culligan, qui est un exemple dramatique, parce que si tout d'un coup on n'a plus d'eau potable à boire, surtout que dans le même temps on entend que le choléra est revenu dans le pays, les hôpitaux, c'est une catastrophe que les hôpitaux sont obligés de fermer leurs portes, finalement, faute de carburant. Les écoles qui auraient dû reprendre, bon, c'est une chimère, cette histoire-là. Alors, comme vous êtes également économiste, comment analysez-vous l'impact que cette crise a sur l'économie haïtienne? En 2 mots. Bon, en fait, en Haïti, on a enregistré une récession depuis 2019, c'est-à-dire croissance négative 2019, 2020, 2021. Donc, on est supposé enregistrer encore une croissance négative, estimée à 4% par le ministère des Finances, mais moi que j'avais estimé à 1%. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on va passer d'une récession à une dépression. Techniquement, en économie, on parle de dépression quand on enregistre une croissance négative pendant plus de 3 ans. Donc, ça va être le cas, c'est-à-dire ce que j'appelle l'exacerbation du chaos, c'est ce qu'on vit actuellement. Ce qui m'importe le plus, c'est pas cette donnée statistique, c'est voir l'impact que ça va avoir sur la vie des gens. Donc, la pauvreté va augmenter, la misère va augmenter, et en conséquence, les frustrations vont aussi augmenter. Et maintenant, on assiste à une décomposition rapide du tissu social haïtien et ça va de mal en pis. Donc, voilà ce dont il faut avoir peur, c'est la vitesse de cette décomposition sociale. Parce qu'actuellement, on attaque les églises, on attaque les écoles. Donc, avant, ce n'était pas pareil. Et tout cela est dû pour une très large part à cette crise économique, à cette décroissance, à cette croissance négative de l'économie. C'est ça. Bon, alors maintenant, la grande question, je dirais, à $1 milliard, c'est que faudrait-il faire dans l'immédiat pour au moins freiner cette dégradation? Voilà. Pour proposer une solution, il faut dire quelles sont les dimensions du problème haïtien. À mon avis, ça a peut-être 3 dimensions. Il y a la dimension économique, il y a la dimension politique, il y a la dimension géopolitique et il y a la dimension culturelle. 4 dimensions. Et les dimensions économiques et politiques sont quelque part conséquences de la dimension culturelle. Mais on ne va pas parler de la culture haïtienne, pourquoi on est bloqué, mais fondamentalement, on est bloqué parce qu'on n'a pas d'acteurs politiques, on n'a pas d'élite politique en Haïti. C'est la cause fondamentale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 2 problèmes fondamentaux à résoudre. Tout d'abord, il y a le problème de l'insécurité, c'est le premier problème à résoudre. Et ensuite,
il y a aussi un autre problème qui est la crise générale de l'État, dans la conjoncture actuelle. Le problème de l'insécurité, c'est le premier problème à résoudre, comme je viens de le dire. Ce problème ne peut être pas résolu par nous autres Haïtiens. C'est extrêmement difficile chaque fois que je le dis, et les gens se fâchent, mais c'est la réalité. On ne peut pas le résoudre. Pourquoi? Tout d'abord, on dispose de quelle force? On dispose de la police d'Haïti. La police d'Haïti, qui a environ 15 000 membres, ne peut pas affronter les groupes armés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la police n'est pas équipée, la police n'est pas entraînée et la police est numériquement trop faible. Et une autre cause fondamentale, un autre facteur fondamental, c'est que la police n'est pas motivée. Quand les policiers savent que le problème a été créé par fondamentalement les politiciens et de surcroît, ils sont mal payés, les policiers ne vont pas risquer leur vie. Donc, pour toutes ces raisons, les policiers, et ensuite, il faut dire aussi que le problème auquel fait face le pays, ce n'est pas un problème que peuvent résoudre les policiers. C'est un problème avant tout que devraient résoudre des militaires. On n'en a pas en Haïti. Donc, parce que le rôle de la police, je sais ce que de le dire, c'est le maintien d'ordre. C'est aussi d'aider à la cohésion sociale. Donc, ce n'est pas d'affronter ces groupes armés et c'est avant tout une question militaire. Maintenant, il nous reste une seule possibilité, c'est l'étranger. Nos policiers, c'est-à-dire Haïti, on n'a ni la capacité technique, on n'a ni les moyens financiers, de surcroît, on n'a pas la volonté de résoudre le problème de la sécurité pour une très large part qui sont la création de nos politiciens. Maintenant, l'international ou la communauté internationale, spécialement les États-Unis, il est clair que cette communauté internationale n'a pas la volonté de résoudre le problème de la sécurité. Mais cette communauté internationale a et la capacité technique et les moyens financiers. Moi, ma proposition est que des Haïtiens compétents, des Haïtiens prestigieux fassent le lobby auprès de l'international de manière qu'elle nous envoie, je le dis très clairement, une force capable de résoudre le problème de l'insécurité. C'est certain que l'international n'est pas intéressé. Mais si on a ces gens dont je parle, des gens compétents, des gens influents, des gens prestigieux, je pense qu'il est très probable que l'international se repositionne. Et l'idée, c'est que quand on exerce ce qu'on appelle soft power, quand on est capable d'influer les décisions de l'autre, eh bien, pour le faire, ça se fait seulement à travers des gens influents, des gens compétents. Donc, c'est justement ça. Et les gens que nous avons maintenant qui nous dirigent, ils sont tout d'abord très incompétents, ils ne sont pas du tout prestigieux, ils ont tous les dossiers du monde. Donc, c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas capables de faire en sorte que l'international repense le cas haïtien ou se repositionne par rapport au cas haïtien. Voilà le problème qu'il faut aborder. Maintenant, très bien. Professeur Pierre, deux choses rapidement. Bon, j'ai compris, vous avez été très, très clair que vous seriez favorable à une intervention étrangère pour aider à résoudre exclusivement le problème de l'insécurité. Bon, on pourrait facilement vous répliquer que nous avons été occupés, qu'il y a eu des troupes étrangères multinationales sur notre terrain pendant des années et que finalement, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ils nous ont apporté le choléra avec les Népalais. Ah, c'est très bien de rétorquer, mais maintenant, c'est les Haïtiens que nous avons à ce moment-là, nos dirigeants n'ont pas changé. Bon, il y a une nuance fondamentale. La nuance fondamentale, c'est que ceux qui vont nous diriger pendant cette période doivent être des gens sérieux, compétents et prestigieux, capables de tenir tête à l'international. Voilà la nuance qu'il faut considérer. Mais si on a ces gens-là qui sont des marionnettes entre les mains de l'international, il ne fait aucun doute que
si l'international arrive, rien ne va changer et la situation va continuer et même empirer. Donc c'est ça la nuance. Il nous faut d'autres gens, c'est-à-dire la société haïtienne. Comment ? Je vous suis parfaitement, mais la grande question est, bon, les troupes d'occupation multinationales que nous avons eues en Haïti, sous la direction du Brésil, c'est un général brésilien qui était le chef suprême de toutes ces troupes. Bon, d'après eux, leur mandat ne consistait pas à intervenir. Ils étaient là pour un petit peu en matière préventive. Alors, mais qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui convaincre l'international d'envoyer leurs soldats mourir sur le sol haïtien? À mon avis, là, il faut faire un double jeu. Et ça n'a aucun sens. Dire que le mandat était de prévenir, ça n'a aucun sens, parce que prévenir signifie qu'on n'a pas eu de problème, mais on s'aperçoit qu'il allait y en avoir, et là, on a une mission de prévention. Et ce n'était pas été le cas. Donc, ce qu'il nous fallait, ce n'était pas la prévention, c'était justement l'action. Donc, ce n'était pas, ou du moins, il faudrait traiter le problème. Donc, oui, parce qu'on a eu des tas d'exemples d'attaques qui se faisaient sous les yeux de militaires étrangers armés qui restaient les bras croisés. Il y a des tas d'exemples. Dire qu'il s'agissait de prévention, ça n'a aucun sens. Maintenant, il faut jouer un double jeu. C'est-à-dire, le problème doit être vu où les lobbies qu'il faut faire auprès de l'international doivent avoir une double dimension. Il y a tout d'abord se faire accompagner, qu'il y ait des Haïtiens prestigieux, compétents, pour faire le lobby auprès de l'international. Mais comme Haïti souffre d'un déficit majeur en termes de crédibilité, il faut se faire accompagner de certains pays latino-américains. Il faut mobiliser la diplomatie latino-américaine pour nous accompagner auprès de l'international. C'est-à-dire, le problème, la solution ne peut pas être, la démarche ne peut pas être uniquement haïtienne, mais je parlerai plutôt d'une démarche régionale. Il y a des pays latino-américains, par exemple un pays comme le Chili, un pays comme l'Argentine, il y a d'autres pays, je pense, comme le Brésil, ils seraient, bien sûr, intéressés à accompagner Haïti dans cette démarche. Et d'ailleurs, ils en ont toujours parlé, mais je ne crois pas que les leaders haïtiens aient abordé ces latino-américains, aient mobilisé la diplomatie latino-américaine pour nous aider à faire ce lobby. Donc, je pense qu'il faut travailler à ces deux niveaux-là. Et sans nul doute, à mon avis, ça donnerait un certain résultat. Mais Haïti seul, on ne peut pas. Mais avec l'Amérique latine, je pense que ça pourrait fonctionner. Très bien. Bon, malheureusement, le temps nous fait un petit peu défaut, professeur Pierre. Alors, rapidement, quel est votre pronostic pour les jours et les semaines à venir? Bon, en fait, c'est simple. J'en ai parlé depuis 2020. La situation, le chaos va continuer à s'exacerber. Il va y avoir une exacerbation du chaos. Il va y avoir beaucoup plus de manifestations, il peut y avoir beaucoup plus de pillages, donc ça va être ça. Et l'international ne va rien changer de sa position s'il n'est pas convaincu que le changement lui conviendrait. Ça, c'est très important. Et fort souvent en Haïti, la position, c'est une position de pitié. L'international nous haït, l'international ne veut pas de nous, c'est pas ça. Donc, il faut se positionner de manière que l'international se repositionne. Voilà, c'est justement ça, c'est triste, mais les jours s'annoncent très noirs en Haïti. Une toute dernière question, très rapidement. Que pensez-vous de la dernière intervention de l'ambassadeur du Canada qui a choisi délibérément de publier un tweet dans lequel il demandait au gouvernement de négocier avec les gangs? Bon, pour moi, cela signifie seulement que l'international ne croit pas en Haïti. L'international ne croit pas en un changement en Haïti. Donc, il faut convaincre l'international que le cas haïtien n'est pas perdu. Mais dire que le gouvernement doit négocier avec l'international, et on sait qu'il n'existe pas d'État ni de gouvernement en Haïti, c'est des gens manipulés par l'international. Donc, dans ce cas,
on vient de légitimer le pouvoir des gangs. C'est justement ça, on vient de légitimer le pouvoir des gangs. Donc, convaincre l'international va être encore beaucoup plus difficile. Il nous faut des gens compétents, sérieux et sans dossier pour convaincre l'international à repenser sa position par rapport à Haïti. C'est justement ça. Mais c'est très triste la déclaration de l'ambassadeur qui montre très clairement qu'on ne croit pas en nous et que Haïti, pour eux, c'est un cas perdu. Mais je pense que c'est pas ça. Oui, bon, vous avez prononcé le mot qu'il fallait prononcer, à savoir que cette déclaration n'est rien d'autre qu'une légitimation de la puissance des gangs en Haïti. Et bon, je ne sais pas. Encore pire que cette légitimation, c'est dire aussi que l'international ne croit pas en nous. L'international croit que les gangs sont les chefs réels d'Haïti. Et je l'ai toujours dit, il existe deux groupes. Le gouvernement est, du point de vue de la force, est tout aussi un gang. Peut-être que c'est pas, il n'y a pas de kidnapping, entre guillemets, dans le cadre du gouvernement, mais au niveau de la force, c'est un gang qui doit être renforcé par l'international de manière qu'il y ait un peu de sécurité dans le pays. Donc, mais l'ambassadeur vient justement de confirmer la position que j'ai toujours tenue depuis 2020. Merci infiniment, professeur Pierre, de nous avoir accordé un peu de votre temps pour jeter un éclairage tout à fait intéressant sur la crise que nous traversons. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore. Merci, M. Clark. Merci. C'est assumer ma responsabilité et je ne cesse que de croire que le problème haïtien a une solution. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Merci, à bientôt. C'était le professeur Joseph Harold Pierre, professeur, donc, politologue, économiste, spécialiste de la politique de l'Amérique latine, qui nous donnait son sentiment sur la situation actuelle et ce qu'il faudrait faire pour essayer d'y mettre fin ou d'en sortir. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.